Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc au Presse Club pour ce débat que nous avons choisi d'intituler « Les journalistes sont-ils devenus trop militants ?» Vous connaissez le principe, on va disserter en compagnie de nos invités pendant une demi-heure, peut-être même un petit peu plus, et puis ensuite vous aurez tout loisir de poser toutes les questions que vous souhaitez aux invités. Sont présents à la tribune, pour ceux qui ne les ont pas reconnus, tout d'abord, Hubert Coudurier, je vous les donne de gauche à droite lorsque vous nous regardez. Hubert Coudurier, qui est directeur de l'information du Télégramme. Bonsoir Hubert. À côté de vous, Jean-Marie Charon. Bonsoir. Vous êtes sociologue et spécialisé dans l'étude des médias et du journalisme. Et puis juste à côté de moi, à ma droite, Laurent Geoffrin. Bonsoir Laurent, directeur de la rédaction lejournal.info. C'est sur le net ? Très bien. Alors, les journalistes sont-ils devenus trop militants? Comme il est d'usage, j'ai préparé un petit laïus pour essayer de cadrer les choses, mais on pourra évidemment en sortir. Ce débat sur le militantisme supposé ou réel des journalistes soulève en fait des questions sur l'objectivité, dont beaucoup pensent qu'elle n'existe pas, mais aussi sur l'honnêteté intellectuelle et la neutralité. Alors, je ne sais pas si les médias font l'opinion, si les médias jouent un rôle dans la formation de l'opinion publique, mais ce qui est sûr, c'est que les médias sont au cœur du débat public, avec des journalistes qui parfois franchissent, peut-être, on va le voir tout à l'heure dans nos débats, la ligne rouge pour embrasser des causes militantes. On va donc tenter d'explorer les frontières entre le journalisme et, j'ose le mot, l'activisme, et se demander en quoi cette évolution influe sur la confiance que le public peut avoir dans l'information et plus globalement sur la qualité de l'information. En d'autres termes, comment rapporter les faits sans s'empêcher de porter la plume dans la plaie, pour reprendre la célèbre formule d'Albert Londres. Alors je vais me tourner vers vous pour commencer. Jean-Marie Charon, on se pose la question de savoir si les journalistes sont devenus trop militants. Je m'adresse aussi à l'historien de la presse que vous êtes. Est-ce que finalement, la presse n'a pas toujours été, en tout cas en France, systématiquement militante? Oui, c'est une bonne question. Enfin, j'allais dire que cette question-là, si on se la pose, ça serait pour se dire peut-être que c'est un retour aux sources. C'est vrai que la presse qui naît, enfin qui prend vraiment sa vivacité pendant la Révolution française, par définition, c'est une presse qui, pendant plusieurs siècles, va effectivement, il n'y aura pas que de la presse d'opinion, mais il y aura une dominante de la presse d'opinion. Je crois que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on est quand même dans un climat, dans un contexte où le journalisme d'opinion n'est peut-être pas dominant au sens où ce n'est peut-être pas le journalisme qui touche toute la société, parce que c'est vrai qu'on a les grands populaires qui, eux, n'étaient pas particulièrement positionnés sur l'opinion, mais on avait une diversité de titres, et c'est souvent considéré par certains comme un âge d'or. Pour rappel, alors vous me direz que c'est un peu particulier, mais les ordonnances de 1944, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand on dit qu'on reconstruit la presse française, on l'a fait sur quelle base? Les commissaires de la République ont une consigne, c'est d'autoriser autant de journaux qu'il y a de courants politiques. Et dans la plupart des villes, en région, on va avoir d'ailleurs des titres qui vont représenter les grands courants, MRP, communistes, socialistes, etc. Ce qui me paraît en tout cas frappant, c'est que probablement avec l'audiovisuel d'ailleurs, puis le développement d'une presse plus riche, plus développée à partir des années 60-70, ce modèle-là, il me semble-t-il, il va commencer à entrer en déclin. Je me souviens avoir organisé des débats à la fin des années 90, début des années 2000, je crois que ça devait être aux Assises du journalisme, où on était plutôt sur une question, est-ce que le journalisme engagé est en train de disparaître? Et c'est vrai que, là encore, un peu une référence, un souvenir. J'ai enseigné au centre de formation des journalistes, je crois que connaît bien mon voisin, pendant 10 ans, dans les années 90. C'est vrai que le modèle était plutôt un modèle anglo-saxon. C'est vrai qu'en France, on n'aime pas beaucoup la notion d'objectivité. Il y a toujours cette idée, on est toujours situé quelque part, etc. Mais je me souviens d'un collègue, c'est vrai qu'il avait longtemps fait carrière aux États-Unis, Daniel Dayan, quand il résumait la chose, il disait non, effectivement,
on sait bien que l'objectivité en tant que telle n'est pas réalisable, mais c'est l'horizon de l'objectivité. Il me semble qu'on était plutôt dans cette optique-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il me semble que on n'est plus tout à fait sur ce modèle-là. Et moi, je suis un peu nourri. Enfin, certains qui me souviennent peut-être que je suis venu ici pour présenter une enquête sur les jeunes journalistes. Je crois que c'était il y a 2 ans ou 1 an, je ne sais plus. Et j'avais signalé que ce qui me frappait dans leur sensibilité, c'était l'idée que beaucoup d'entre eux pensent qu'il faut s'engager. Qu'en tant que jeune journaliste, il y a une espèce de devoir d'engagement. En revanche, si vous voulez, et là je pense qu'il y aurait un bémol par rapport à ce que suggère le titre, c'est qu'il ne s'agit pas d'engagement politique. Il s'agit d'engagement sur des valeurs, il s'agit d'engagement sur des causes. Ça va être sur l'environnement, sur le changement climatique, sur la diversité culturelle, sur le genre. Enfin, il y a toute une série de questions. Je crois d'ailleurs que les rédacteurs en chef auxquels je parle fréquemment me disent « ils ne parlent que de ça d'ailleurs ». On leur reproche un peu ça. Donc en fait, je pense qu'il y a, en tout cas si on prend les jeunes journalistes, il n'y a pas d'appétence, je dirais, pour le militantisme politique. Ce qui vient effectivement, je crois, brouiller les cartes, c'est qu'au même moment, on a dans la presse française, comme c'est le cas dans d'autres pays d'ailleurs, on a un phénomène de radicalisation d'une frange de la presse, autour du groupe Bolloré, mais pas que, mais surtout autour du groupe Bolloré, et qui probablement donne l'image qu'il y a engagement et il y a un engagement politique. Mais pour moi, alors je me trompe peut-être, mais au regard des enquêtes que je fais, c'est vraiment une frange relativement modeste de ces journalistes qui se retrouvent dans cette forme d'engagement. On serait plutôt face à une génération qui est plutôt peu politisée. Je me souviens d'ailleurs ces dernières années aussi avoir, dans différents débats, des discussions autour du rôle du journalisme politique, des journalistes, vous voyez, ce qu'on appelait les grands services, le politique, l'international, etc. On avait l'impression que l'aura de ces journalistes-là, par rapport à d'autres formes de journalisme, avait plutôt tendance à reculer. Par exemple, le journalisme d'investigation, vous savez, cette figure un peu mythique qui est apparue, etc. Donc, je pense que c'est plutôt ça qui est en train de se jouer. Et puis alors, franchement, dans le titre, moi, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est « les ». Parce que on est face quand même à une profession qui est extrêmement diverse, et peut-être plus diverse que jamais. Mais je dirais que si je devais répondre à la question générale, je pense que dans sa globalité, on n'est pas vraiment vers un retour à la presse d'opinion. On est plutôt... Il y a effectivement une radicalisation d'une frange. Mais en même temps, si vous voulez, ça, pour le sociologue que je suis, ça serait quand même étonnant que les journalistes soient les seuls à ne pas vivre ce que la société vit en ce moment. C'est quand même la traduction d'une radicalisation dans les rapports au sein de la société. Enfin, c'est un peu comme ça que j'interpréterais. Bon, vous avez fait j'allais dire le chapeau du débat, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Et je voudrais me tourner vers Hubert Coudurier et Laurent Geoffrin pour peut-être plus succinctement que vous nous disiez si vous avez remarqué ou constaté une forme de glissement vers une forme de militantisme ou un esprit plus partisan qu'avant. Laurent propose à Hubert de parler, Hubert suggère à Laurent de le faire. Donc, Laurent, le micro est là, allez-y. Vas-y. J'aurais faire comme Bayrou à l'Assemblée, j'ai une remarque liminaire. Je ne vais pas parler une demi-heure. Le titre déjà me gêne parce qu'ils sont devenus trop militants. Donc ils étaient militants au départ déjà, mais assez quoi. Il semble qu'on ait eu une presse d'opinion en France pendant de longues années, c'est ce qu'a dit M. M. Charon. Il faut distinguer, il y a une presse d'opinion, il y a une presse d'information, mais dans la presse d'opinion, il peut y avoir des articles d'information. Il faut parler des articles qui sont faits selon les règles du journalisme. C'est-à-dire précisément les faits, comment ils se sont déroulés, les sources ont été croisées, les faits ont été vérifiés, et c'est honnêtement raconté, quoi. Il y a des articles comme ça, il y en a dans tous les journaux, y compris les plus engagés, ça peut arriver. Et en général, ces articles sont vrais. Parce que l'intitulé a l'air de dire, bon, alors ils sont militants, mais peut-être trop. Donc les gens vont tirer l'idée que les journalistes sont de parti pris de toute manière, parce que soit ils sont militants, soit ils le sont trop. Et donc ils sont biaisés dans leurs comptes rendus, dans leurs reportages, dans leurs enquêtes, qu'ils veulent nous vendre une idéologie
de manière officielle ou de manière officieuse. Ce truc-là est faux. Ce qu'il y a dans les journaux, en général, c'est vrai. Il faudrait quand même le dire, quoi, à la fin. Ce qu'il y a dans les journaux, vous prenez un numéro du Figaro de ce matin, enfin, le quotidien de ce matin, ou du Monde, ce qu'il y a dedans, c'est vrai. Alors, attendez, je termine. Ce qui est contestable, ce qui peut être contesté, c'est les éditos. Là, il y a une prise de position. Ou les critiques culturelles, là, parce que c'est subjectif. Ou les chroniques, ou les billets, des choses comme ça. Mais les articles d'information, en général, ils sont vrais. Et c'est pareil pour la télévision, et c'est pareil pour la radio. C'est-à-dire, quand vous écoutez un journal de France Inter ou de RTL, ce qui est dit dans les journaux, pas dans les commentaires faits par des chroniqueurs, je sais quoi, mais c'est vrai. Ce qui varie, c'est la hiérarchie. Oui, après, on peut discuter de la hiérarchie, des titres, de la coloration globale. Mais déjà, ce qui est écrit est vrai, ou ce qui est dit est vrai. Et alors, c'est un effet pervers, c'est que le public, quand il y a des débats de ce genre, il y en a eu plein, sur les défauts des médias classiques, ils en tirent l'idée que les médias classiques ne valent pas tripette, quoi. Ça ne me dérange pas. Mais c'est un problème parce que, du coup, ça justifie l'éléphant dans la pièce, qui est que la dégradation du paysage médiatique, ce sont les réseaux sociaux. Là, il y a un vrai problème. Là, il y a du mensonge volontaire, il y a de la propagande, il y a de l'appel à la haine, il y a du racisme, il y a du trafic de drogue, il y a tout ce qu'on veut. Et là, on n'en parle pas. On dit, ouais, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça. Ouais. Mais c'est comme ça, pas du tout. Imaginez qu'on mette la même chose que ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, dans les journaux. Mais on serait tous en prison, nous, les directeurs de la rédaction. Enfin, moi, j'étais directeur de la rédaction pendant 30 ans. Et je suis allé souvent au tribunal, souvent je gagnais. Parfois j'ai perdu, et c'était normal. Les gens qui produisent sur les réseaux sociaux, ils ne vont jamais au tribunal. Pourtant, ils font des choses bien pires que nous. Mais alors, infiniment, ils diffament, racontent. Là, on a eu toute une polémique sur le fait de savoir si le mouchoir qui était sur la table de Macron était un sachet de cocaïne. Mais ils ont vérifié avant de sortir ce truc-là. Il suffisait d'agrandir l'image pour voir effectivement que c'était un Kleenex. Oui, mais même, imaginons qu'il y ait eu un doute. On ne peut pas sortir un truc comme ça, on n'a pas le droit. Dans les journaux normaux, on est obligé d'aller vérifier. Il y a un rapport de police ou quelque chose qui dit oui, c'était de la cocaïne. Sinon, on ne le dit pas. Et sur les réseaux sociaux, ça part. Et puis voilà. Et c'est ça le vrai problème des médias. C'est pas les médias mainstream. Les médias mainstream, ils fonctionnent comme ils ont toujours fonctionné, c'est-à-dire plutôt bien, mais avec des problèmes, avec des difficultés, etc. D'accord. L'autre affaire, c'est qu'on tape sur les médias qui ne sont pas engagés officiellement aux extrêmes. Et on dit, ils sont hypocrites, il y a une intention cachée, il y a une idéologie subreptice, etc. Et du coup, ça les met sur le même plan que les médias d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui, eux, sont d'une mauvaise foi totale. Totale. C'est-à-dire qu'on va dire, CNews et France Info TV, c'est pareil. C'est deux chaînes de télé d'opinions divergentes. Mais pas du tout. CNews, ils mentent tout le temps. Pas dans les journaux, hein, mais dans ce qu'il y a à l'antenne. Ils n'arrêtent pas de mentir, d'exagérer. C'est l'anti-journalisme total. Et c'est pareil pour les médias, certains médias, pas tous, mais certains médias d'extrême gauche qui passent leur temps à taper sur les journaux mainstream, mais qui sont faits de manière totalement anti-journalistique. Et donc l'effet pervers de ces discussions-là, c'est qu'on tape sur ceux qui font à peu près leur travail honnêtement, avec des défauts, il faut en parler évidemment, et on oublie de parler de ceux qui piétinent allègrement et volontairement toutes les règles du journalisme. Alors vous avez parlé Laurent Geoffrin, des médias normaux, ce qui sous-entend qu'il puisse y avoir des médias anormaux. Alors sans doute les réseaux sociaux, c'est à ça que vous pensez. C'est un média totalement anormal. Alors c'est une monstruosité, quoi. Est-ce que c'est pour vous aussi, Hubert, l'explosion de ce type de médias qui jette un discrédit sur au fond l'ensemble de la profession, sachant que de l'Humanité au Figaro, globalement, les médias normaux, classiques, traditionnels, on travaille à peu près correctement, même si on fait des choix éditoriaux qui sont clairs. Alors, je suis à fond d'accord avec Laurent Geoffrin, sauf sur CNews, mais on va en reparler. Moi, c'est vrai que quand j'ai démarré, on disait, il y avait cette formule, c'est vrai parce que c'est écrit dans le journal. Et c'est vrai qu'ensuite, par glissement progressif du plaisir et auto-flagellation, moi je me souviens, avec Mitterrand, un des derniers vœux à l'Élysée, il était assis dans sa chaise...
Il était malade et il nous avait dit, on était, je sais pas, une cinquantaine autour de lui, il a dit, vous verrez qu'à force de nous taper dessus, ça va se retourner contre vous. Et je pense qu'on a cédé à un phénomène d'autoflagellation qui s'est effectivement retourné contre nous. Donc je trouve que c'est plutôt bien que Laurent remette l'église au milieu du village et dire que effectivement, dans les réseaux sociaux, il y a le meilleur comme le pire, et il y a aussi un peu n'importe quoi. Là, l'histoire du mouchoir de coq, c'était visiblement un influenceur proche du RN de l'Aveyron. Hein, c'est ce qu'on a entendu l'autre matin de quelqu'un qui travaille à la Viginum. Donc, pas d'autoflagellation sur la presse, disons, normale, ou en tout cas mainstream, traditionnelle. Moi, je viens d'une presse particulière, qui est la presse régionale, dont on disait, quand j'ai démarré, c'est une presse florissante, la presse parisienne est en crise. Bon, aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. La presse régionale traverse aussi une crise, un problème de mutation, notamment vers le numérique, qui est compliqué. Et puis alors, au départ, comme on est une presse, je dirais, sur une surface territoriale limitée, ça a changé avec le numérique. On est un peu une presse attrape-tout. C'est-à-dire que c'est une presse qui veut essayer d'incarner le juste milieu, qui est une presse souvent des bonnes nouvelles. On appelle ça, on a inventé un terme pour ça, c'est le journalisme de solution. Mais c'est quand même une presse qui a une histoire partisane. Par exemple, nous, on avait été agréés au titre du parti radical. Et d'ailleurs, quand Mélenchon vient à Brest et dit Télégramme, c'est quoi ce bulletin paroissial, il commet une erreur. La démocratie chrétienne, c'était pas nous. Bon. Alors ensuite, il nous traite d'islamophobe et tout, mais on va pas revenir sur cette petite polémique qui visait un peu, à travers des caricatures qu'on avait publiées, à retourner la situation après qu'il ait été accusé dans l'affaire de la caricature d'Hanouna. Ce que je pense aussi, c'est que les repères ont été brouillés, effectivement. On avait un clivage droite-gauche qui était assez commode, qui aujourd'hui a explosé, parce que il y a le tripartisme à l'Assemblée, il y a la poussée des extrêmes, on a une France fracturée, mais quand on me dit qu'on a une France fracturée, elle a toujours été fracturée, la France. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met le projecteur dessus, et donc on voit bien qu'un pays, fédérer un pays, c'est compliqué parce qu'il y a des tas de segments de population très différents. Les réseaux sociaux, évidemment, tirent vers le bas. Il y a une baisse du niveau qui est considérable. Il y a de moins en moins de mémoire du passé. Mais je pense quand même, et là je ne suis pas d'accord avec Laurent, c'est que moi je n'ai pas quitté X et je vais de temps en temps à CNews, ce qui d'ailleurs plaît beaucoup à la rédaction du Télégramme, qui me le fait savoir. Je n'abandonne pas le terrain parce que je pense qu'il faut aussi... et moi, j'aime beaucoup lire les éditoriaux de Laurent dans le journal le matin. J'aime bien lire l'articulation de la pensée, etc., la logique, etc. Avec peut-être parfois ce sentiment que j'avais quand j'écoutais Hubert Védrine à une certaine époque, qui était, et même Macron hier soir, où tout apparaissait d'une logique imparable, et puis à l'arrivée, dans la réalité, les choses ne se passaient pas toujours comme ça. Donc moi, je vais aussi à CNews parce que je pense que le phénomène, quand même, en France, pays où il n'y a jamais eu de révolution conservatrice, quoi qu'on dise, et où on n'est pas du tout un pays ultra-libéral, je pense qu'il y a eu un rééquilibrage quand même vers une presse de droite. Rappelez-vous l'époque où Powell avait dit, en parlant de la jeunesse, qu'elle avait un sida mental, hein, les tollés, les torrents qui s'étaient déversés contre lui. Aujourd'hui, vous avez la presse Bolloré, et je ne dis pas ça parce que je suis breton comme lui, parce que j'ai eu par le passé des rapports parfois un peu conflictuels avec lui, parce qu'on ne racontait pas exactement ce qu'il voulait. Je pense quand même qu'il y a eu un rééquilibrage et qu'on a aujourd'hui un panel d'opinion qui est plus équilibré. Que CNews, effectivement, c'est l'auberge espagnole. Il y a un peu à boire et à manger. Il y a parfois des commentaires assez foutraques et des gens dont on se demande aussi quelle est la légitimité. Les vieux journalistes comme moi sont vraiment challengés parce qu'on se retrouve avec un type qui représente un think tank dont on ne sait pas d'où il vient, et puis, etc. Mais malgré tout,
Ça correspond à un besoin, d'ailleurs les audiences en témoignent, et je pense que, enfin en ce qui me concerne, je ne veux pas me soustraire à ça. Voilà. Donc pour finir, enfin pas pour finir, mais pour clore ma petite intervention, je pense que l'idéologie c'est quand même le contraire du journalisme, parce que on a tous été reporters et ce qui compte c'est les faits avant de les interpréter. Et donc l'idéologie c'est un peu commode, c'est un peu paresseux. Mais qu'en même temps on a le droit aujourd'hui, et je pousse aussi les journalistes du Télégramme à s'engager à travers des éditoriaux, parfois que j'aimerais un peu plus tranchants, parce que parfois ils sont un peu trop mesurés, ou ils veulent donner la parole à tout le monde. C'est un peu le yin et le yang, et comme on n'a pas beaucoup de temps pour les lire, au bout d'un certain temps on ne sait plus ce qu'ils pensent. Donc je suis pas contre plus d'engagement, mais je pense que la notion qui me paraît quand même importante, puisqu'il n'y a pas d'objectivité en la matière, c'est qu'il y ait du pluralisme. Alors il y a eu, on va dire, ces 20-30 dernières années, pas de révolution conservatrice, hein, comme vous disiez tout à l'heure, mais une révolution médiatique, technologique, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de journalistes qu'avant, et surtout qu'ils sont actifs toute la journée. Il y a aujourd'hui en France 4 chaînes d'infos généralistes, et vous pouvez ajouter à ça les chaînes parlementaires. Il y a un web qui fonctionne H24. Il y a de nouveaux médias. Est-ce que finalement, cette profusion d'informations, alors dont certaines sont de qualité, dont d'autres ne sont pas toujours de qualité, n'incite pas finalement tous ceux qui publient, mais je pense aux journalistes, tous ceux qui se revendiquent comme tels, à parler, jusqu'à dire des bêtises et jusqu'à sortir un petit peu plus du bois en mettant en avant leurs opinions une fois qu'ils ont évacué le factuel. Est-ce que c'est un phénomène que vous observez, que vous ressentez, ou ça n'est pas pertinent, selon vous, de relever ça? Monsieur Charon. Moi, si vous voulez, pour répondre à votre question, je commencerai par ne pas rejeter les réseaux sociaux comme ça a été fait tout à l'heure, en disant ça tire vers le bas, etc. C'est vrai, ça tire vers le bas, mais c'est pas seulement ça. Non, mais le problème, c'est que c'est pas seulement ça. Quand je regarde l'étude de l'ARCOM sur les Français et l'information, la première source, le premier canal d'information pour les Français, ce sont les réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être le problème, non? Oui, non, mais ça crée du coup, pour les rédactions, pour les médias qui ont à faire ce travail d'information, des défis tout à fait particuliers. C'est-à-dire que le fait de devoir réagir, de devoir reprendre, y compris de devoir s'intéresser à des mouchoirs plutôt qu'à des sujets beaucoup plus fondamentaux, c'est un effet aussi indirect des réseaux sociaux. Et donc je crois qu'il faut... Moi, il y a deux phénomènes, si vous voulez, quand vous disiez que la situation a changé, moi, il y a deux phénomènes qui me paraissent importants. Il y a ce phénomène des moyens d'information qui sont à l'extérieur des médias traditionnels, donc qui ne respectent pas effectivement les règles du travail journalistique, et qui font pression de fait sur le travail des rédactions. Et d'autre part, mais un autre phénomène qui me frappe et qui est un changement assez important, c'est la montée, je dirais, du discrédit qui est nourri, développé à l'égard des journalistes et des médias, y compris, je dirais, de la part d'un certain nombre de couches, que ce soit les couches intellectuelles, que ce soit les politiques, etc. Et il est injustifié, selon vous? Comment? Il est injustifié? Oui, moi je crois que non seulement c'est injustifié, puis je crois que c'est vraiment jouer avec le feu. C'est-à-dire qu'à force de décrédibiliser, qu'un certain nombre d'hommes politiques, à commencer par le président de la République, expliquent en permanence aux journalistes ce qu'ils doivent faire, et montrent que, soi-disant, ils ne font pas leur boulot correctement, pour moi c'est un vrai sujet qui, effectivement, fait pression sur le travail des rédactions. Puisque vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un double mouvement, c'est-à-dire qu'on est dans ce contexte où il y a cette décrédibilisation, on est dans ce contexte où on a ce poids des réseaux sociaux et de ce qui s'y passe, parce que j'ai cru comprendre qu'en fait, les rédactions en chef, les cadres de rédaction ne peuvent pas faire comme s'il n'y avait rien sur les réseaux sociaux. Or, ils doivent réagir à ça, ils doivent prendre ou ne pas prendre en compte, ils doivent en tenir compte dans la hiérarchisation de l'information. Et là, je rejoins votre question, c'est-à-dire à un moment où il y a
plutôt moins de journalistes, parce qu'il y en a eu plus à une époque. Il y en a plutôt moins dans des rédactions et qui doivent faire davantage de travail. En presse régionale, ça me frappe beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, un localier, jadis, il avait à travailler, à préparer sa page ou ses pages, et il avait un timing, etc. Aujourd'hui, il a à nourrir en images, il a à nourrir en son, etc. Et il a à déployer énormément de temps et d'énergie pour, je dirais, servir ces différents supports qui font partie de l'activité dorénavant. Et c'est un peu ce qui va se retrouver dans beaucoup de rédactions. Autrement dit, il y a une tension, me semble-t-il, entre cette pression que j'évoquais tout à l'heure et puis cette fragilisation de fait du travail des rédactions, parce que non, il n'y a pas tant de journalistes que ça. D'ailleurs, il y en a moins en France, je dirais, proportionnellement que dans beaucoup d'autres pays. Et ces journalistes, en plus, travaillent dans des conditions qui ne s'améliorent pas parce que les médias, là c'est l'autre sujet qui est extrêmement pesant, c'est-à-dire les médias aujourd'hui subissent la pression des grandes plateformes numériques. Et si on prend le cas de la presse écrite, dans les 15 dernières années, le chiffre d'affaires de la presse écrite baisse de 30%. Et il faut quand même faire plus de choses avec ces moins de 30%, etc. Donc là, il y a une vraie contradiction. Alors, je ne sais pas si ça nous emmène vers le militantisme, en tout cas, c'est un sujet extrêmement important des conditions dans lesquelles on peut traiter l'information aujourd'hui. Vous disiez tout à l'heure que chez les jeunes journalistes, ce que vous observez, ce n'est pas forcément un militantisme politique, mais on peut être militant d'autres causes. Hein. Vous avez parlé du genre, l'environnement, etc. Selon vous, est-ce qu'il faudrait revoir, parler de la formation des jeunes journalistes, au sens où il me semble qu'à une époque, dans les écoles de journalisme, au concours d'entrée, on leur demandait d'abord d'avoir une bonne culture générale, de bien écrire, ce qui me semble être la base de ce métier, alors qu'aujourd'hui, il me semble qu'on leur demande déjà d'avoir une opinion, alors qu'ils ont 19, 20, 21, 22 ans. Pardon, mais à cet âge-là, on n'est pas forcément fini intellectuellement. Écoutez, moi, c'est vrai que je fréquente pas mal les écoles de journalisme. J'ai présidé même la Conférence nationale des métiers des journalistes, qui est une structure qui coordonne les écoles reconnues. Ce que je vois surtout peser sur les écoles, c'est les demandes des entreprises qui leur demandent, dans le temps imparti, c'est-à-dire pas énormément d'années, le CFJ c'est 2 années, enfin la plupart des écoles c'est 2 années, d'être pointus sur énormément de domaines. Aujourd'hui, c'est quoi la pression des entreprises sur les écoles? C'est l'IA. Est-ce qu'ils vont être pointus en IA? Est-ce qu'ils sauront faire, etc. Moi, c'est plutôt là que je vois un sujet. Alors, après, est-ce qu'ils ont... C'est vrai que probablement, on va être moins à cheval sur la culture générale. On va souvent leur reprocher, effectivement, de peut-être avoir moins de background que les générations précédentes. Mais il faut bien voir qu'on est dans une espèce de tension permanente entre les mutations qui se produisent dans la profession et que les écoles doivent intégrer parce que les entreprises en ont besoin. Et puis le fait aussi que on fait avec des jeunes qui ont des caractéristiques générationnelles. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure sur la politique, les jeunes journalistes ne sont pas très différents de leur génération. Leur rapport à l'information, moi, ça me frappe beaucoup. Quand j'étais au CFJ, c'était évident que nos journalistes lisaient Le Monde tous les jours, lisaient pas que Le Monde, il fallait faire autre chose, il fallait avoir écouté, vu, etc., un certain nombre de JT, etc. Aujourd'hui, quand je leur demande comment ils s'informent, ils me répondent les réseaux sociaux. Effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Laurent, vous vouliez intervenir? Je voudrais préciser sur les réseaux sociaux. J'ai pas de prévention sur le principe, c'est très bien, c'est formidable. En plus, il y a sur les réseaux sociaux des choses qui sont, en tout cas sur Internet, il y a des choses qui sont très utiles, dont je me sers tous les jours. Et je suis sur X et je regarde toujours si les papiers que je mets ou les chapeaux que je mets sur X ont beaucoup de gens qui regardent ou pas, parce que c'est une manière de faire connaître mon journal. Mais ce que je leur reproche, pas tellement de leur faute d'ailleurs, c'est qu'on ne lutte pas à armes égales. C'est ça que je leur reproche. C'est qu'il n'y a pas de directeur de la publication. Donc personne n'est responsable. Donc il y a n'importe quoi.
Il peut y avoir des choses très bien, c'est pas la question. Enfin, il y a une telle masse de choses idiotes ou dangereuses que ça finit par être noyé. Quand même. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Et c'est beaucoup plus amusant de lire un fil de réseaux sociaux que de lire Le Monde, hein, bien sûr. Et c'est pas étonnant si les gens y vont, oui, parce que c'est marrant. On parle de people, on parle de trucs, il y a des choses anecdotiques dont on parle peu dans les vrais journaux. Seulement, ils ne respectent aucune des règles élémentaires du traitement de l'actualité ou de l'information. Et la moitié, c'est faux ou c'est mensonger. Plus, ils violent constamment les règles sur la diffamation ou sur le racisme, sur les appels à la haine, il y en a tout le temps. Moi, à chaque fois que j'écris sur la France Insoumise ou sur le Rassemblement National, sous mon papier, vous savez, sur X, il y a le fil des réactions. C'est hallucinant le niveau de bêtises et de méchanceté de ces gens-là. Enfin, c'est dingo, quoi. On a envie de les enfermer, quoi. Des deux côtés, hein. Et avec des insultes, avec on va te faire la peau, enfin, des menaces de mort, enfin, c'est dingo, c'est dingue, quoi. Et c'est diffusé, quoi. Le soi-disant directeur de ce X, là, il s'en fout, lui, il lui fait du clic, ça l'arrange. En plus, ces algorithmes favorisent ce genre de choses, parce que plus c'est provocant, plus ça a d'audience, plus on le remonte dans la hiérarchie de ce qu'on propose. En plus, l'autre effet de tout ça, c'est que, comme c'est très fanatique, c'est très sectaire, les gens se regroupent par secte. Et donc, ils ne lisent plus que des éléments qui vont dans leur sens. Après, on s'étonne, oui, mais il s'est radicalisé. Ben, évidemment, le mec, il ne lit que des trucs islamistes. À la fin des fins, il est allé... D'ailleurs, le mec qui a tué ce pauvre... c'est celui d'Amiens. Aboubacar Cissé, dans la mosquée oui, je crois que c'est lui. Enfin, lui, c'est la victime, dans la mosquée du Gard. Oui, moi je parle de l'assassin. Et l'assassin, c'est lui qui a dit... voilà, français d'origine bosniaque, je crois. Et c'est lui qui a dit, voilà, moi quand je regarde les réseaux sociaux, je regarde que des scènes de meurtre et de violence, ou des exécutions de Daesh. Ah non, c'était l'autre. Enfin bref. Un précédent. Mais un assassin pas la première fois, oui. A dit texto, noir sur blanc. Je regarde ces trucs-là, ça me donne envie de tuer. Ça me donne envie de tuer. Et effectivement, il a tué quelqu'un. Et de 40 coups de couteau, je crois. Et après, on dit, oui, mais c'est la liberté. On est fou, quoi. C'était bien la mosquée du Gard, hein, pour les 40 coups de couteau. Oui, non, oui, mais le type était islamo, je crois. Enfin bon, c'était... Enfin bref, peu importe. Enfin, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les réseaux sociaux ont un effet très... pâti. Les réseaux sociaux qui ont diffusé les accusations fausses, en plus, qui étaient fausses, pas vérifiées, sur Paty, qui sont parvenus ensuite, instantanément, quasiment, c'était un Tchétchène, lui. Oui, c'est un Tchétchène, Conflans-Sainte-Honorine. Qui a tué Paty, qui l'a décapité. Et personne n'a même songé à se poser la question de l'éventuelle responsabilité de ce réseau social. Personne. Il est comme ça. Ça a été évoqué quand même. Mais oui, mais ça a été évoqué pour l'écarter tout de suite. Il n'y a pas de procès, il n'y a pas de procédure, il n'y a rien. Et c'est hallucinant quand vous réfléchissez. Vous vous rendez compte si on avait publié, nous, à Libé ou ailleurs, d'ailleurs. Mais on se fait assassiner en place publique, on serait devant le tribunal. Et là, ça passe comme ça, on s'en fout, c'est pas grave. Et eux, ils font l'audience. Parce que ça a des effets matériels, tout ça. C'est que la publicité qui passe dans les journaux, il y a 1 milliard qui s'est taillé sur le net. Il manque 1 milliard. C'est un problème, ça. Après, on dit, oui, c'est incroyable, les journaux, vous n'investissez pas dans l'investigation, dans l'enquête, dans le reportage. Évidemment, on a perdu 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc oui, on investit moins, c'est vrai. Oui. Alors, les nouveaux médias et les réseaux sociaux... C'est ça, le fond de l'affaire. Taille des croupières à la presse, on va dire, classique, traditionnelle. J'ajoute à cela ce que vous disiez tout à l'heure, Hubert, à savoir que les journalistes ont pris un malin plaisir à se tirer une balle dans le pied, à s'auto-flageller pendant des années. Il est où le challenge aujourd'hui? Quelles sont les solutions pour la presse traditionnelle pour remonter, je dirais, dans l'estime des lecteurs et retrouver un public qui sache faire la différence entre une vérité et une vérité alternative? Et surtout qui demande ça.
presse régionale, je suis frappé du côté provincial de notre pays. Peut-être que parce que j'ai démarré comme grand reporter à la télé, etc. Je me suis pas mal baladé, mais toutes les crises qu'on subit depuis des années viennent de la mondialisation. Alors la crise économique, on en parle depuis longtemps, la crise financière en 2008, la crise sanitaire, la crise aujourd'hui sécuritaire, avec, même si CNews met de l'huile sur le feu, il se passe quand même quelque chose au niveau du narcotrafic, je crois que tout le monde a remarqué. Alors évidemment, on n'est pas obligé de passer tous les jours des photos et des images de gens qui se font enlever dans les rues de Paris, etc. Mais il y a quand même un problème, et on voit d'ailleurs que le politique est en train d'essayer de réagir. Hier soir, vous avez tous écouté le président Macron. Bon, à la fin... Qui veut faciliter la vie de la police municipale. La dernière partie qui était sans doute la plus marrante, la plus attristante aussi, parce qu'il disait oui à tout et il semblait un peu débordé par le... Bon, donc il y a un virage qui se prépare, et il faut dire que on vit dans des sociétés où le surmoi a sauté, quoi. C'est-à-dire qu'on s'autorise et... Alors, je ne vais pas faire le procès de mai 68, ça a été fait 25 fois, puis ça fait vieux con, etc. Mais le côté, il est interdit d'interdire, on se dit maintenant, bah non, il est souhaitable d'interdire. Attal va peut-être, proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux gosses à partir de 15 ans, parce qu'il faudrait qu'ils nous font chier quand même avec leurs portables, etc. Puis que quand ils les ont, on ne peut plus leur enlever, hein, et on se reproche de leur avoir donné. Moi, ce qui me frappe, j'avais adoré, c'est peut-être un livre d'ailleurs qui m'a fait devenir journaliste. C'était le livre Le pouvoir est là, That Powers That Be, qui est un livre de David Halberstam, qui est un prix Pulitzer, un grand monsieur qui s'est tué d'ailleurs en Californie dans un accident de voiture, etc. Et j'avais adoré la manière, la relation qui était faite des grands médias américains. Mais on a tous été, enfin tous les trois en tout cas, un peu au départ fascinés dans notre jeunesse par le Watergate, etc. Et on s'est construit un peu là-dessus. Et donc, même si Laurent déplore qu'on fasse moins d'investigations, ça reste quand même aujourd'hui quelque chose qui fonctionne et qui est recherché et attendu par les lecteurs. Mais enfin, quand on pense que Nixon s'est fait impeacher parce qu'il avait fait poser des micros au Parti démocrate, et quand on voit depuis ce qu'a fait Donald Trump en organisant la prise du Capitole, enfin, on se dit, merde, on est tombé sur la tête, quoi. Et donc... on vit une période, moi je trouve, qui est quand même assez passionnante, mais qui est tellement chaotique qu'à un moment donné, il va falloir retrouver des repères, mettre de l'ordre et remettre un peu l'église au milieu du village. Et je pense que pour nous, les vieux, malgré tout, ça passe par le fait de continuer à dire ce qu'on pense, comme on travaille. Hein, même étant retraité, on continue à travailler, à lire, à s'informer, à discuter, etc., à avoir des échanges pour donner des positions, parfois mettre des limites, et ne pas laisser cette sous-culture journalistique s'installer, tout envahir. Il y a aussi un peu une question de courage aussi, qui est de ne pas laisser non plus les idées reçues, le conformisme, la facilité s'installer. Ils sont brillants, ils sont bavards, donc le temps passe, ça va être à vous maintenant de vous exprimer, au moins de poser des questions. Il y a un micro qui va circuler parmi vous. Il suffit de faire un signe. Et voilà, déjà 1, 2, 3 questions. Vous vous présentez en 2 mots, faites des questions si possible courtes, et on va essayer de proposer des réponses courtes. Allez-y, allez-y. Merci, bonsoir, Maximilien Nagy, journaliste indépendant. Je pense que je représente la génération dont on parle beaucoup ici. Je ne suis peut-être pas le seul, mais... Et peut-être... Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas aussi une opportunité pour beaucoup de médias pour augmenter la diffusion de leur information ? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est ça un des grands atouts, qu'il y a beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de fake, et en même temps, il y a un avantage, c'est que lorsqu'on veut y répondre, on a la possibilité aussi, parce que les grands médias sont très suivis quand même, de répondre et d'avoir une bonne audience. C'est la face positive des réseaux sociaux. Oui, mais c'est pas la question de leur existence qui est en cause, c'est leur fonctionnement. Évidemment, sans les réseaux sociaux, surtout quand on a fait un journal sur Internet, on ne peut pas gagner d'audience. Ou alors il faudrait mettre des affiches dans les rues, des choses comme ça. Enfin, les moyens sont un peu archaïques, donc on est obligé d'être sur les réseaux sociaux. Et pour y être, il faut polémiser un peu, il y a une manière d'écrire, bon, ça change effectivement le contenu. Mais c'est
la disparition des règles. En fait, ça revient à ça, quoi. Il y a un mythe, par exemple, qui est un mythe catastrophique. C'est le journaliste citoyen, ou le citoyen journaliste. En fait, un citoyen journaliste, c'est un journaliste qui sait pas ce que c'est que le journalisme. Qui ne sait pas écrire, d'abord, il écrit comme un pied. Et deuxièmement, il raconte, enfin, il vérifie jamais rien, et ça vient. C'est souvent lui le militant, peut-être. Hein. Oui, alors ça rejoint aussi le militantisme. Ça m'avait toujours frappé. Il y avait une époque, je ne sais pas si je suis vieux maintenant, mais quand on dînait avec des gens de droite, ils disaient, mais tout le monde sait que Mitterrand a un palais à Venise. Hein, on disait ça. Mitterrand a un palais à Venise, etc. Oui. Alors au début, je disais, ah bon, il a un palais à Venise, mais vous croyez vraiment, etc. Et puis, alors, au bout d'un certain temps, j'aimais bien Mitterrand pour d'autres raisons, ça m'énerve un peu. Je dis, mais vous connaissez ce palais? Il est où, ce palais? Alors, dès qu'on commence à poser des questions élémentaires du journalisme, mais c'est où l'adresse? Qui vous l'a dit? Parce qu'il a un palais à Venise, mais qui vous l'a dit? Ah, c'est un ami qui est très bien informé. Oui, très bien informé, mais par qui? Je sais pas, il a une source à Venise ou... C'est intéressant ce que vous me racontez. Je peux en faire un article. Mais si vous me dites qu'il a un palais à Venise, puis vous arrêtez là, je ne peux pas faire d'article. Donc donnez-moi les éléments. Évidemment, il n'y avait jamais d'éléments, parce que c'était une rumeur malveillante. Il y avait d'autres rumeurs sur sa fille naturelle, celle-là était vraie. Mais là, on pouvait vérifier, justement. Et le journaliste citoyen, c'est ça. C'est Mitterrand a un palais à Venise. Voilà, c'est ça le journaliste citoyen. Allez-y, le temps que le micro se déplace dans l'Assemblée, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi, il me semble que, si vous voulez, par rapport à votre question, que face aux réseaux sociaux ou face à je dirais un fil, une information de flux qui a tendance à devenir dominante, hein, parce qu'elle n'est pas que sur les réseaux sociaux, cette information de flux, elle est aussi sur un certain nombre de sites d'information, etc. Je pense que ce qui est vital pour le journalisme et pour les médias d'information, c'est effectivement de retourner aux faits, c'est de retourner à l'enquête, c'est de travailler sur du fond, sur ce qui permet de comprendre vraiment pour un public qui est perdu effectivement par rapport à ce flux. Et il y a un public effectivement pour ce type de journalisme, et il y a un certain nombre de sites, un certain nombre de médias qui misent là-dessus. Il y a deux sujets, en revanche, il y a deux contradictions, c'est-à-dire que effectivement, un certain nombre de ces médias trouvent des abonnés, parce que en gros, ça veut dire ça. Hein, concrètement, si on est sur le web, ça veut dire c'est trouver des abonnés. Mais en même temps, c'est vrai que vous ne pouvez pas trouver des abonnés si en même temps vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, il y a quand même cette espèce de contradiction ou de tension, pas forcément une contradiction, mais une tension quand dans votre modèle économique, vous ne pouvez pas tout mettre, tous vos journalistes, sur ces enquêtes externes. Donc il y a incontestablement cette tension qui va jouer. Et puis, écoutez, j'ai un peu oublié mon autre argument. Ah oui, non. L'autre problème, il y a un autre problème, c'est que cette information-là, ces médias qui misent, bon, on peut parler même de Mediapart ou d'une structure comme ça, qui est assez prospère finalement. Le problème, c'est que, contrairement à ce que disent les animateurs de Mediapart, leur public est le même que celui du Monde, est le même que celui d'un certain nombre de médias, sociologiquement, je veux dire. Autrement dit, on est confronté à une société qui est de plus en plus duale. Donc on a en gros la solution pour faire une bonne info, avec des journalistes qui travaillent bien, etc., et qui peuvent travailler même de manière confortable, mais ça va toujours être pour le même public. Et donc le point d'interrogation, et c'est souvent là que je me tourne vers la presse régionale, parce que c'est elle qui est vraiment confrontée à ce défi, quand vous disiez tout à l'heure, on ne trouve pas forcément les solutions sur le web, etc. Le défi, c'est quid du public populaire, quid du public qui aujourd'hui est complètement accaparé par les réseaux sociaux pour le flux, comment on peut arriver à l'intéresser et à lui proposer une information qui économiquement fonctionne, quoi. Et là, probablement aussi, excusez-moi, probablement il y a quand même un point, parce que c'est quand même la question de la régulation. Parce que tant qu'on laisse effectivement les plateformes, là on dit tout le temps réseaux sociaux, non, ce sont des plateformes, il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a Google, etc. Tant qu'on laisse les plateformes effectivement faire absolument ce qu'elles veulent en matière de modèle économique, on sera toujours dans ce risque que cette bonne presse, cette information faite par un journalisme intéressant, ne concerne qu'une partie relativement modeste de la société. Il n'y a que en
régulant, me semble-t-il, un minimum le système économique, qu'on peut redonner de l'oxygène, notamment à des médias qui s'adressent davantage à des publics populaires et qui aujourd'hui sont étranglés. Moi, il me semble qu'un certain nombre de vos confrères aujourd'hui sont un peu étranglés. Question, madame. Oui, je suis Rachida, réalisatrice de mes 2 premiers documentaires et chroniqueuse à People 24. Moi, j'avais envie... Alors, je ne parle uniquement de la presse audiovisuelle et non de la presse écrite et effectivement des éditorialistes. Je trouve que depuis que je suis née, on voit toujours les mêmes et surtout, il n'y a aucun militantisme, il n'y a aucun engagement. Je trouve qu'on est dans un pays où, au contraire, les libertés d'expression reculent. Ce qui se passe à Gaza, ce n'est pas assez relaté. Le fait que les journalistes ne puissent pas y aller, Capa, ils se retourneraient contre nous, je pense, parce que avant, les journalistes y allaient, même si on n'avait pas d'argent, même si... maintenant, le fait qu'on ne puisse pas aller dans un pays couvrir l'information, ça n'émeut aucun journaliste. Aucun journaliste ne se mobilise, à peine les syndicats. Les LBD qui sont arrivés depuis M. Macron et qui vraiment retire des yeux, des mains des manifestants, ça n'émeut personne. Et j'allais dire justement, vive ces gens-là. Peut-être qu'ils ne savent pas bien écrire, peut-être qu'ils écrivent mal le français, mais par contre, ils témoignent. Ils témoignent en envoyant sur les réseaux sociaux des images, des vidéos. Et moi, vraiment, j'honore ces gens-là, ces témoins de la vie courante de tous les pays qui, grâce à eux, sur les réseaux sociaux, on est informés. Et merci à eux, parce que c'est pas grâce... D'ailleurs, on est informé en avance sur les réseaux sociaux et sur les JT de France 2 ou de TF1, ça ne fait que reprendre au même moment exactement les mêmes infos, comme s'il ne se passait rien au Soudan, comme s'il se... Et alors vraiment, avec une mise en lumière sur Trump pendant des heures et des jours, à n'en plus finir, à en parler, à qu'est-ce qu'il va faire. Alors, oui, est-ce que vous avez une question ? Oui, ma question, c'est justement, est-ce que justement ces journalistes citoyens vont arriver, ces jeunes qu'on voit sortir des écoles vont arriver sur les plateaux télé, vont enfin pouvoir élaborer les JT, enfin on va voir des nouveaux chroniqueurs sur les plateaux télé, et aussi je voulais savoir par rapport à l'IA, qu'est-ce que ça peut changer en termes d'engagement politique, de militantisme, ou alors justement de devoir de régulation. Merci. Alors, sur les journalistes citoyens, je ne pense pas qu'il y ait d'ostracisme vis-à-vis d'eux. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient aussi formés. Or, parmi eux, il est arrivé qu'on constate que le travail n'était peut-être pas fait dans les règles de l'art. Pardon de vous le dire, madame, mais... Non, mais attendez, parce que je ne vais pas laisser dire que les journaux et les radios et les télévisions ne parlent pas de Gaza, c'est idiot, ça. Oui, faux, il y a ça aussi. On en parle tous les jours. Il y a eu les sujets que vous avez cités dans tous les sens. On en a parlé. Et il a été fait. Bon, alors on peut les contester. Après, oui, c'est vrai. Peut-être sur tel point, ils ont oublié. D'accord. Enfin, on parle de Gaza très, très, très souvent. Très, très souvent. Pour dire c'est ce qui s'y passe. Et c'est-à-dire qu'il y a des bombardements, qu'ils font des massacres, que l'armée israélienne se conduit comme font des crimes de guerre, enfin parentés en tout cas, et dire que je comprends pas. Mais peut-être qu'on pourrait en parler encore plus tous les jours, mais ça, à quoi ça sert ça, il y a un moment, ça devient répétitif, et les gens n'écoutent plus, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a caché sur Gaza ? On n'a rien caché. Je parle des journaux sérieux, ils n'ont rien caché. Et alors, vous dites, il n'y a pas de journalistes sur place. Oui, l'armée israélienne ne veut pas. Donc on peut toujours y aller clandestinement, mais enfin, c'est un peu difficile, un peu risqué. Et deuxièmement, les journaux, enfin, moi j'écoute France Inter ou je regarde France 2, ils ont pris des journalistes sur place, des stringers, des gens qui sont journalistes, mais qui habitent à Gaza. Et il y en a même un qui a raconté toute sa vie dans un podcast. Enfin, c'est pas vrai de dire ça. C'est pas vrai. C'est injuste pour le travail de tous ces gens qui ont couvert cette guerre depuis 2 ans. Une précision peut-être, parce que vous avez dit tout à l'heure que sur TF1 et sur France 2 à 20h, on voit systématiquement la même chose. Alors,
on voit des journaux qui se ressemblent, c'est vrai, mais il n'y a absolument aucune collusion, aucun comment dire, accord en amont pour en arriver à ce résultat. Si ces journaux proposent parfois, et ce n'est pas toujours le cas, des contenus qui se ressemblent, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas 1000 manières de faire un journal télévisé qui résume l'information de la journée. Surtout quand sur une demi-heure, les sujets saillants vont être les mêmes pour tout le monde. C'est un peu comme si vous me disiez, je vois des voitures dans la rue, elles ont toutes le volant à gauche, sur le siège avant et 2 phares devant. Je trouve ça bizarre. Non, il n'y a pas 1000 manières de bien faire un journal télévisé. Et il y a certains fondamentaux qu'il faut respecter, qui concernent la hiérarchie de l'information, la durée des sujets, les sujets saillants du jour. Et à partir de là, ça fait qu'effectivement, 2 produits, les journaux de 20 heures, vont se ressembler comme 2 voitures se ressemblent. Mais quand on regarde bien, la couleur, le sky ou le cuir sur le siège, la forme du capot et tout, ne sont pas tout à fait les mêmes. Sans que je dise que l'un est meilleur que l'autre, hein, c'est pas le problème. Mais quand on regarde attentivement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais le produit global, c'est vrai, il se ressemble. Mais comme 2 cannes à pêche se ressemblent ou 2 voitures se ressemblent. Enfin, c'est un avis personnel hein, que j'aimais pour nourrir le dialogue qu'on peut avoir. Hubert voulait peut-être ajouter quelque chose. Juste, hier soir, l'interview de Macron, même si elle était un peu ratée, je suis assez d'accord avec l'édito de Laurent qui disait qu'il aurait mieux fait de se contenter de la politique étrangère plutôt que de vouloir ramener sa fraise à nouveau et montrer qu'il est là, qu'il existe, qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, etc. Bah, vous aviez quand même, à part Darius Rochemin, qui d'ailleurs n'a pas été très bon puisqu'il parlait trop et qui coupait trop la parole, vous avez eu des gens qu'on ne voit pas très souvent. D'abord, moi j'ai découvert Sophie Binet, je trouvais assez remarquable parce que c'était posé. Vous la connaissiez quand même. Je la connaissais, mais là, je connais surtout Marie-Lise Léon parce que d'abord c'est une Bretonne. Je ne fréquente pas que des Bretons quand même. Mais j'ai trouvé qu'elle était bonne. Ça nous changeait du moustachu dogmatique qu'on avait avant. Bon. C'est planté sur la Zoé. Sûr la voiture, la Zoé. C'est honteux, la Zoé est partie en Roumanie. Ouais. La Zoé, elle s'est trompée de modèle, c'est pas le Zoé. À un moment donné, elle a montré certaines limites. limites. Ensuite, bon, Agnès Pannier-Runacher. Donc, qu'est-ce que je raconte? Verdier, non, mais il y avait quelqu'un de la CGT, quelqu'un d'ultralibéral, il y avait une diversité. Après, vous avez eu Salomé Saké. Bon. Oui, et puis sur les chaînes d'infos, vous voyez des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Bon, je parle de CNews, bon, parce que j'y vais, donc je ne vais pas cracher dessus, mais ils font venir des gens complètement différents qu'on ne voyait jamais. Bon, alors ensuite, il y a des tas de jeunes journalistes qui se déploient maintenant avec plus ou moins de facilité. On ne peut pas dire que c'est toujours les vieux éditorialistes comme moi et Laurent qui occupent le devant de la scène. Hein, peut-être qu'on s'accroche encore un peu parce qu'on adore ce métier. Mais franchement, il y a un vrai renouvellement. Ensuite, les réseaux sociaux, c'est une formidable avancée démocratique. Et comme disait Andy Warhol, tout le monde a le droit à un quart d'heure de notoriété dans sa vie. Mais il faut quand même cadrer. Thierry Breton fait des efforts assez remarquables au niveau de la Commission européenne quand il y était, pour essayer d'encadrer le numérique. Voilà. Donc, il ne faut pas être trop pessimiste. Y a-t-il des questions? Je vois 2 doigts qui se lèvent. Allez-y, madame. Bonsoir, Farah Benouis, France 24. Est-ce que, à votre avis, on pourrait avoir le même débat dans 5, 10, 15 ans, une fois que l'intelligence artificielle aura déboulé en masse dans les rédactions et qu'aura peut-être remplacé les journalistes? Voilà, à votre avis, est-ce que ça va vraiment changer les choses? Moi, j'ai la même question naïve sur l'intelligence artificielle que j'avais il y a 20 ans sur les réseaux sociaux. À l'époque, je disais, mais ça va ruiner la presse et il faut faire quelque chose. Et tout le monde me riait au nez en disant, c'est ridicule, comment voulez-vous réguler, c'est la liberté, etc. Moi, il en croit, ce que je craignais, avec d'autres, hein, je ne suis pas tout seul, c'est produit. Moi, je trouve il devrait y avoir une règle élémentaire qu'on devrait tous demander, c'est quand il y a un article ou un film, une vidéo qui est faite en utilisant l'intelligence artificielle, que ça soit signalé. Qu'on dise, ce reportage a été écrit par ChatGPT ou l'autre, etc. Et que ce soit obligatoire. Et que ceux qui ne le font pas, ils ont une amende. Parce que si on ne le fait pas, on ne pourra plus faire la distinction. Et à ce moment-là,
On ne saura jamais si c'est une machine qui nous parle ou si c'est un être humain. Il y a quand même une légère différence. Oui, Ça serait quand même utile de faire ça. Et c'est pas très compliqué. Il suffit de passer une loi. Voilà. Quand vous utilisez l'intelligence artificielle pour un produit médiatique, vous le dites. Vous avez le droit, hein, c'est pas du tout pour l'empêcher. Mais vous le dites au public. Il faudra pouvoir le vérifier. Oui, mais il y a des tas de logiciels très performants qui arrivent à savoir ce que tel article a été écrit par comment ça s'appelle, par l'intelligence artificielle. Par l'IA, ouais. Le problème avec l'IA, c'est qu'elle recouvre c'est une notion qui en ce moment fait écran et qui recouvre des réalités extrêmement diverses. Alors effectivement, on a plutôt tendance à se polariser sur est-ce que c'est l'IA qui écrira les articles demain. Bon. Peut-être qu'il y en a déjà qui sont écrits d'ailleurs par l'IA. Mais moi, ce qui me frappe plutôt, c'est... et là, encore, c'est plutôt en écoutant ce que me disent les jeunes journalistes, c'est frappant parce qu'eux, ils ne sont pas tellement anxieux face à le remplacement du journaliste par l'IA. En revanche, ce qu'ils mettent en avant, c'est en quoi, déjà dans leur boulot, et depuis pas mal d'années déjà, l'IA est devenue un corset pour leur manière de travailler. Et notamment tous les outils qui sont les outils d'optimisation d'audience. Et là, effectivement, ce sont des outils qui vont avoir tendance, par rapport au travail que font les hiérarchies, à se substituer à ce qu'était le travail habituel. Ben, ça, c'est un bon papier. Oui, ça, tu dois plutôt l'organiser comme ça, etc. On est de plus en plus, moi je suis frappé d'entendre des jeunes qui me disent, dans la rédaction web, en fait, il n'y a plus qu'une chose en conférence de rédaction, c'est les résultats de nos outils d'optimisation d'audience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'IA, c'est aussi, et là on a un certain nombre de collègues, d'amis, etc., qui travaillent, je pense des gens qui travaillent sur la data depuis longtemps, comme Garen Bastien, etc., qui nous disent, mais l'IA générative, etc., ça peut être un outil d'aide assez puissant qui permette effectivement aux journalistes de faire de la vérification, etc. Mais en même temps, ces outils-là, ils sont effectivement aujourd'hui extrêmement fragiles, quoi, pas forcément performants. Et donc là, il y a effectivement des interrogations à avoir. Autrement dit, je pense qu'il faut différencier derrière cette espèce de gros paravent, voir exactement de quoi on parle. C'est certainement effectivement un problème si les hiérarchies laissent la place à ces outils d'optimisation d'audience. C'est un problème si on utilise des outils de vérification qui ne sont pas fiables ou pas suffisamment fiables. Et puis effectivement, il y a la question de jusqu'à quel point il est normal qu'on ait de l'écriture automatique qui se mette à traiter des résultats sportifs, des choses comme ça. Et alors, est-ce qu'il faut que ça soit écrit, comme le dit Laurent, ou est-ce que dans les rédactions, il y a aussi des chartes ou je ne sais pas quoi, des accords à passer entre effectivement une information, un certain nombre d'éléments purement de données, ça ne pose pas de problème que ce soit traité comme ça, mais dès qu'on entre davantage dans un travail journalistique, là, effectivement, ce n'est pas le boulot de l'IA. Oui, mais le risque qu'on court, c'est qu'on soit soumis à la concurrence de gens qui font les journaux entièrement avec le... Ce qui est déjà le cas. Ça existe déjà. Ça existe déjà dans le Sud. Le problème, il y en a qui payent des journalistes pour enquêter, les autres, ils n'ont pas besoin, ils n'enquêtent pas, et puis ils pompent les infos des autres et ils font sortir ça par l'intelligence artificielle. Là, il y a un problème de là, je crois qu'il y a un concurrence site qui vient d'être loyale, pour ça. Loyale ou déloyale. Oui, je crois que le journal La Provence est en procès avec un site de gens. On a une question. Merci. Bonsoir, Antoine Kroguenec, je suis journaliste en mouvement, on va dire. Breton, ça c'est pour Hubert Coudurier, j'étais au Télérame il n'y a pas si longtemps que ça, et donc en migration en région parisienne. J'avais une question sur un cas très particulier, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre. C'est d'actualité, c'est sur Valeurs Actuelles, qui est quand même, quoi qu'on en pense, vous n'entendez pas, un journal, comme disait Laurent Geoffrin, qui est quand même considéré comme sérieux, en tout cas voilà, fiable. Et leur une sur, donc, il y a 2 semaines, je crois, sur la candidature, soi-disant candidature d'Hanouna, qui donc s'est révélé être, comme il dit, un prank. Donc c'est un cas flagrant de faux, en fait, tout simplement. Ils ont vendu un faux. Donc moi, la question qu'on ne s'est pas assez posée, je trouve, c'est le rôle en fait de Valeurs Actuelles dans cette histoire. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été piégés aussi eux-mêmes, ou est-ce que, selon vous, c'est possible qu'ils puissent être totalement complices, et donc qui serait un cas totalement
de militantisme pour le coup. Enfin, même si Hanouna n'est pas un politique encore. Mais du coup, voilà. La question est de savoir donc s'ils ont été piégés ou pas. Oui, si quelqu'un a la réponse. Moi, je crois. Alors, je précise juste que Jean-Marie nous quitte, non pas parce qu'il est fâché, mais parce qu'il a un train. On le remercie d'être venu. Merci Jean-Marie Charon. Et on va poursuivre jusqu'à ce qu'on nous fasse signe. Mais bon. Non, mais je connais Tuctual Denis parce que c'est un breton. Excusez-moi, je suis très communautariste. Et donc, j'ai vu sa surprise à l'antenne quand le journaliste de BFM a appelé Cyril Hanouna. Il découvrait ça. Donc l'autre a flingué son... Parce que ça pourrait être un coup marrant de se dire il va y avoir un BP Griot à la française. Et donc l'autre l'a flingué, a flingué son scoop en direct. Donc Hanouna a flingué le scoop de Valeurs Actuelles. Donc je pense pas qu'il était de mauvaise foi et que c'était une manipulation. Je crois pas. Hein. Je vois mal, effectivement, Valeurs Actuelles se lancer dans une fausse une qui va lui revenir comme un boomerang. Ils ont déjà fait des conneries. Hein, ça arrive de faire des conneries, mais là, c'est... Rocket Diallo, etc. Mais là, je crois qu'ils on est pas plus que dans la connerie, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Même s'il y en a, ce sera après off, parce que nous devons terminer cette rencontre. Merci à tous de l'avoir suivi. J'ai déjà remercié Jean-Marie Charon, je remercie Laurent Geoffrin et je remercie également Hubert Coudurier d'avoir participé à ce débat. À bientôt.